Stéphanie Demuru. 8h43 en direct sur Sud Radio. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en prendre. C'est pas le cas de Guillaume Bigot qui nous a rejoint dans ce studio. Philippe Bilger avec lequel nous sommes en liaison également. Merci d'être là. C'est l'heure des grands débats. Chers messieurs, je voulais vous faire réagir. On en parlait à l'instant avec mon invité Pierre-Alexandre Anglade. Cette visite controversée du Premier ministre indien. Alors la Ligue des droits de l'homme dénonce cette invitation qui envoie à nouveau, je cite, un signal catastrophique en matière de négation de nos valeurs démocratiques. Guillaume Bigot, vous êtes d'accord avec cette analyse de vos amis de la Ligue des droits de l'homme? C'est pas les seuls, hein. La gauche en général critique cette visite. J'ai rien contre la Ligue des droits de l'homme, mais là ça paraît vraiment taper à côté. D'abord, l'Inde, il faut le rappeler, c'est la plus grande démocratie du monde. On nous explique que c'est les régimes autoritaires contre les démocraties, je veux bien. Le Brésil, c'est une démocratie, l'Inde, c'est une démocratie. Et puis, je pense que l'Inde de Narendra Modi a fait ce que la France aurait dû faire. Elle a pris notre place, c'est-à-dire qu'elle a condamné l'invasion de l'Ukraine. Ça, c'est clair. Elle est restée fidèle à ses alliés, notamment aux États-Unis. Mais elle ne s'est pas mêlée de la crise. Et surtout, l'Inde, elle ne s'est pas tiré une balle dans le pied de manière absolument risible avec ses sanctions. Et qu'est-ce qui se passe en fait? L'Inde rachète à vil prix du pétrole russe et nous le revend avec une marge. Non mais attendez, mais qui peut défendre ça? Peut-être la Ligue des droits de l'homme, j'en sais rien. Mais tout ça est absolument ridicule. Donc bravo à Modi et bravo à l'Inde. Philippe Bilger. Évidemment, je connais le parler vrai de mon ami Guillaume. Une nouvelle fois, je serais peut-être, j'allais dire, plus centriste. Je peux comprendre le débat, Stéphanie Demuru, que vous venez d'évoquer sur le fait que le Premier ministre indien est invité d'honneur, mais malheureusement, c'est un débat qu'on a à chaque fois, qu'une forme de morale internationale sur la qualité démocratique des États invités se pose. Vous le trouvez et vain, évidemment, ce débat, c'est à Philippe ? chaque fois. Oui, c'est à chaque fois le réalisme international et le rapport de force qui l'emporte. Donc, je jette dans notre jardin médiatique la morale, mais je sais qu'en définitive, les rapports de force et les intérêts commerciaux l'emportent à chaque fois. C'est vrai qu'il y a quand même eu à la clé un contrat de 26 Rafale vendus, ça pèse, et puis ce pays également a une forte influence dans la région, ça aussi, ça pèse en termes géopolitiques, Guillaume Bigot. Mais un gouvernement français qui a décidé de s'asseoir sur le résultat des référendums et qui transfère des pans entiers de sa souveraineté à une organisation internationale non élue, quelle leçon de démocratie a-t-elle à donner à l'Inde? Je répète, ça nous plaît pas le gouvernement indien, c'est pas nous qui nous le donnons, ce sont les Indiens qui se donnent ce gouvernement, et on peut le trouver discutable. Moi-même, je le trouve discutable. Je suis pas du tout un adepte du BJP, quand même un parti hindouiste ultranationaliste, c'est exact. Enfin, il faut rappeler aussi les conditions de la partition de l'Inde. C'est d'une violence extrême. Ils ont à leur porte un pays qui s'appelle le Pakistan, qui est fondé quasiment sur la détestation de l'Inde, à leur porte. Ils ont une Alsace-Lorraine qui s'appelle le Cachemire, ils ont une guerre qui se réveille en permanence. Enfin, on ne peut pas juger les gens à cette place. La diplomatie française, et à mon avis, c'est non seulement de bonne guerre, mais c'est raisonnable, ne parle qu'avec des États. Elle ne s'occupe pas des régimes. Donc, c'est pas à nous de décider. Mais quand en plus, on a la chance d'avoir un grand pays comme ça, qui est une démocratie. C'est une démocratie perfectible, mais c'est une démocratie pluraliste. Il n'y a pas que le BJP en Inde. C'est un État fédéral en plus. Là, il faut vraiment ne rien connaître à l'Inde et être dans un militantisme bas de plafond, si vous voulez, pour justifier ses rentes, ses subventions, comme l'Organisation des droits de l'homme dont vous parlez, qui, à mon avis, se contrefiche réellement de la situation en Inde, mais simplement qui fait de la mousse, quoi, en fait. Alors, de nombreux auditeurs, apparemment, veulent réagir, hein, même si c'est un jour férié. Ils sont les bienvenus, ils sont nombreux. Et nous sommes avec Luc du Val-de-Marne. Hein, c'est bien ça. Bonjour Luc. Bonjour Stéphanie, oui, c'est bien ça. Alors bonjour Luc, vous vouliez réagir justement à cette conversation, pour ou contre cette visite du Premier ministre de l'Inde? Écoutez, en ce jour, j'avoue que je suis assez bidot. Non pas dans le sens religieux du terme, mais malgré tout. Oui, je vous bénis. Pardon? J'ai dit je vous bénis, non, je plaisante. Oui, bien sûr. C'est une démocratie. C'est quand même la troisième puissance mondiale. Ils trouvent nos produits intéressants.
Ils les achètent, il n'y a pas de problème. Comme le disait Guillaume Bigot, c'est le choix d'un peuple. Alors, certes que une ONG critique le fait que, effectivement, des minorités sont un petit peu, je dirais, bafouées. La presse n'est pas toujours bien, comment dirais-je, considérée. Traité, ouais. Voilà. Mais je crois que nous aussi, nous sommes assez souvent mis au pilori par certaines ONG. Donc, si on commerçait plus avec personne, eh bien, écoutez, je pense qu'on resterait dans notre coin. C'est peut-être ce que certains veulent. Mais il y a quand même 50 dictatures, grosso modo, dans le monde entier, dont beaucoup sont en Asie, en Afrique, enfin quasiment toutes d'ailleurs. Et si on ne commerçait plus avec ces gens-là, eh bien, écoutez, ça serait quand même un petit peu dommageable. Mais c'est vrai qu'aussi, Monsieur Bilger a raison. Il y a certaines choses à prendre en compte, mais encore une fois, moi j'avoue que je pense que cet interventionnisme dans la politique des pays, aller dire aux autres ce qui est bien pour eux, comme ça c'est fait ces 30 dernières années avec des interventions et autres, je pense que c'est extrêmement dommageable. Merci beaucoup Luc de nous avoir appelé depuis le Val-de-Marne. Merci à vous et n'hésitez pas évidemment à réagir 0826 300 300. En tout cas, ça permet peut-être aussi à Emmanuel Macron de s'afficher en leader du monde libre. Emmanuel Macron qui est quand même dans une séquence extrêmement compliquée. La majorité des Français condamne son action, notamment pendant cette crise des banlieues, cette séquence de violence. Guillaume Bigot, vous attendiez un discours d'Emmanuel Macron qui aurait pu être apaisant en ce jour symbolique? À titre personnel, comme citoyen, oui, je l'attendais. La situation est grave. C'est pas n'importe qui. C'est l'ancien patron de la DGSE qui a aussi été ambassadeur dans plusieurs postes, Pierre Brochon, qui le dit. Il dit que ces émeutes, c'est ce qui est arrivé de plus grave depuis la libération en France. Donc que le 14 juillet, alors même que le président de la République a un peu oublié que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, et donc tout ce qu'il dit, toutes ces déclarations sont enregistrées et peut-être facilement ressorties. Parce que le président de la République, me semble-t-il, part d'un postulat, c'est que les riens que nous sommes ont une mémoire de poisson rouge. Le problème, c'est qu'il a dit qu'il allait s'exprimer le 14 juillet. Il n'a pas dit autour du 14 juillet, il a dit le 14 juillet. Il l'a dit il n'y a pas très longtemps. Et là, il a rembroué un de nos confrères en disant oui, vous savez, j'ai pas dit le 14 juillet, j'ai dit autour du 14 juillet. Faux, monsieur Macron. Donc effectivement, dans cette situation très difficile, très grave, très compliquée, on attendait du chef de l'État non seulement un discours traditionnel qui est une tradition bien installée, même s'il n'y a pas toujours été fidèle, parce que les circonstances sont graves. Philippe Bilger, Emmanuel Macron a perdu une occasion justement de marquer vraiment un discours fort. Oui, merci de me redonner la parole. Bien parce sûr. Que Philippe, on ne vous Stéphanie, jamais, enfin, je sens naturellement que les auditeurs sur certains thèmes sont plus bigots que Bilger, c'est évident, et les causes désespérées sont les plus belles. mais en l'occurrence, je continue à penser que le président de la République, en ayant promis le 14 juillet lors d'une intervention à l'étranger, en France, pardonnez-moi, de parler le 14 juillet et en violant cette promesse, montre à nouveau qu'il se soucie comme d'une guigne de l'attente du peuple français, alors que je crois que subtilement, l'introduction, même contrainte, d'une normalité républicaine aujourd'hui aurait pu créer une contagion bienfaisante. Je ne suis pas naïf, ça n'aurait pas suffi pour apaiser un pays en effervescence, mais je crois que ça aurait été un petit pas vers quelque chose qui aurait pu représenter une amorce de sérénité, et il faut toujours tenir ses promesses, même quand on est un chef de l'État qui nous habitue parfois à des transgressions dans ce domaine. Guillaume Bigot, se peut-il finalement qu'Emmanuel Macron soit tout simplement un petit peu aussi, entre guillemets, sous le choc de ce qui vient de se passer? Parce que on est tous un petit peu, voilà, il y a beaucoup de il faut depuis 2 semaines, mais il a besoin peut-être de réfléchir, le chef de l'État, ce qu'il va vraiment proposer à la suite de cet épisode. Il n'y a pas de règle absolue dans ce domaine, c'est-à-dire que gouverner, c'est à la fois ne
pas être victime des circonstances et prendre le recul suffisant pour laisser la poussière retomber, surtout lorsque la situation est grave, ça c'est vrai, mais gouverner c'est aussi saisir, comme disaient les Grecs, le kairos, l'instant, le moment, et je pense que là il y avait une attente qui était énorme et c'est, me semble être une faute de ne pas parler maintenant. Maintenant, vous avez raison, parler pour dire quoi ? Oui. Jusqu'à présent, le président de la République a été servi par des crises, y compris des crises qu'il a déclenchées, comme celle des Gilets jaunes. Moi, je pense que la vacuité de ce président, ou plutôt, c'est pas la vacuité, c'est le fait que ce président s'est inscrit en rupture avec ses prédécesseurs pour en fait faire toujours ce que faisaient ses prédécesseurs depuis 40 ans, mais en version XXL, c'est-à-dire toujours plus d'Europe, toujours plus de désindustrialisation, toujours plus de communautarisme, etc. Alors, donc ça l'a caché. Ça a été caché. Et ça a été caché par les crises. Ça a été caché par le Covid, ça a été caché par la crise des Gilets jaunes, ça a été caché par la guerre en Ukraine, ça a été caché à nouveau, d'une certaine façon, paradoxalement, pour la crise des retraites. Mais cette crise-là, pour le coup, il me semble que c'est la première qui ne va pas le servir, et parce que ça correspond aussi à son talon d'Achille, ces questions régaliennes, ces questions de l'immigration. Il est en tel décalage, il a toutes les idées des notables, il a toutes les idées de la classe dirigeante, c'est-à-dire vive le communautarisme, venez comme vous êtes, on a besoin de vous pour financer les retraites. Il ne comprend pas qu'un peuple, c'est aussi un affectio societatis, c'est aussi une histoire, c'est aussi un lien qui fait démocratie. De toute façon, ce monsieur est tout à fait prêt, avec sa souveraineté européenne, à délier la démocratie pour fabriquer un État bureaucratique fondé sur une vision des droits de l'homme déconnectée de la démocratie. Et en ce sens, il ne comprend pas ce qui se passe. Philippe Bilger, c'est vrai que Guillaume Bigot vient de mettre l'accent sur un point important, le talon d'Achille, ces questions régaliennes. Justement, est-ce qu'il ne va pas vraiment se prendre les pieds dans le tapis dans cette séquence, Emmanuel Macron ? Ah mais ça fait longtemps que je dis, et très modestement, que la faiblesse radicale d'Emmanuel Macron, c'est le fait que, de mon point de vue, il demeure un homme de gauche par rapport à la rigueur régalienne, même si, par une sorte de volonté utilitaire, il découvre l'importance de ce domaine depuis quelques mois. Mais là où je me distingue un petit peu de Guillaume, tout en allant vers les mêmes conclusions, je ne vois pas trop de similitudes dans les pratiques présidentielles d'Emmanuel Macron, sans doute à cause de ma propension psychologique à analyser les comportements. Je crois que la grande faiblesse, paradoxalement, de ce président, c'est qu'il est gangrené en permanence par l'envie de surprendre à tout prix. Et au fond, ça, à la longue, ça devient une faiblesse. C'est-à-dire que, comme l'a très bien dit Guillaume, la politique, c'est à la fois saisir un moment et avoir des convictions fortes. Lui, il me semble qu'il a envie de dire, comme dans la chanson de Juliette Gréco aux citoyens, j'ai envie de vous étonner, vous m'écoutez et vous obtempérez. Et on terminera cette émission sur cette belle citation. Je suis tout à fait d'accord. Merci Philippe Bilger, merci également à vous Guillaume Bigot d'avoir été avec nous pour ces grands débats. Merci à nos auditeurs d'avoir réagi. Restez avec nous dans quelques instants. On fait un point sur l'actualité avec Léa Guichou et on retrouvera évidemment Mettez-vous d'accord avec d'autres débats.